C'est bon? Moi, c'est bon pour moi. Si c'est bon pour vous, si tout le monde a accepté l'enregistrement, ça devrait fonctionner. Bon. Bien, ah bien, j'y vais. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Sophie Louargan. Je suis vice-présidente à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations de l'Université Grenoble-Alpes. Et donc, cette nouvelle vice-présidence est mise en place en octobre 2021 avec le souhait de porter toutes les luttes contre les discriminations, favoriser l'égalité. Et c'est vrai qu'on est appuyé dans nos dispositifs sur les plans d'égalité professionnelle, sur la refonte de tout un dispositif de signalement sur toutes les formes de violence, de sexisme, de discrimination en tout genre. On s'est engagé également sur tout un travail contre la lutte contre le racisme, l'antisémitisme. Et c'est vrai que l'UGA souhaite mettre plus à l'agenda la question de la lutte contre les discriminations transphobes, LGBT-phobes notamment. Et du coup, ce e-café aujourd'hui est une suite de e-café qu'on avait organisé sur égalité, sur les transidentités, sur la question aussi des luttes au travers de la présentation de travaux de l'association SOS Homophobie. En tout cas, c'est la première fois que ce lien à la question des ressources humaines et de la responsabilité aussi employeur sera évoqué aujourd'hui sous l'angle de la famille et de la parentalité. Alors, aujourd'hui, je remercie aussi toute l'équipe de la vice-présidence, dont Marine Delmotte, Violette, et puis indirectement Cédric, qui sera là sur la DES, qui participe à ce qu'on appelle la direction voilà, en charge plutôt de la qualité de vie au travail, on va dire, pour faire court dans notre établissement, de cette organisation qui est un premier moment, mais qui est aussi important parce que c'est la première fois qu'on prend le temps aussi de se poser sur ce sujet. Alors demain, le 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre la haine anti-LGBTQIA+, que je dis bien en entier. Donc cette journée, effectivement, nous vient du Québec, qui est à l'origine voilà, de cette journée de lutte contre l'homophobie. Et c'est en 1990, donc le 17 mai, que l'OMS retirait l'homosexualité et la liste des maladies mentales, enfin de la liste des maladies mentales. Et donc, c'est pour vous dire aussi que c'est des luttes qu'on a bien connues du côté des luttes féministes, mais aussi qui sont en train voilà, de s'installer aussi dans nos sociétés avec plus ou moins d'intégration, d'exclusion, de luttes difficiles. Et du coup, cette journée, elle est aussi importante pour reconnaître le droit et la place de chacun dans notre société et encore plus à l'université. Et l'une de notre action majeure dans la vice-présidence en lien avec la responsabilité sociétale et environnementale de notre vice-présidence, c'est l'inclusivité sous toutes ses formes. Donc, c'est aujourd'hui le lieu aussi d'en parler. Donc, dans ce contexte, le e-café, il va rappeler effectivement ces luttes, notamment des associations, des couples, des familles, des personnes LGBTQIA pour voir leurs droits reconnus en France. Et aussi, n'oublions pas que ce fameux débat pour le mariage pour tous et la loi qui a adopté des formes d'union reconnues dans les mêmes droits, quel que soit son genre, est assez récente, puisque finalement, il a une dizaine d'années, 2013. Donc, c'est une date aussi très importante, 17 mai 2013, puisqu'on est dans la 10e année. Donc, je ne vais pas trop m'étendre, mais juste pour vous dire qu'on remercie évidemment Céline Sester, qui est présidente de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel. On vous mettra les ressources en ligne et sur le chat si possible, qui est investie depuis 2007 sur la question des droits pour les familles et les parents LGBTQIA en France et qui est largement investi sur la reconnaissance. On pourra parler des processus de reconnaissance dans l'accès aux droits pour toutes et tous. Et aussi reconnu par le gouvernement, le Parlement. Elle a beaucoup travaillé avec la DILCRA, ce qu'on appelle la DILCRA, la Direction interministérielle en charge de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.
Ces directives et ces orientations, il faut rappeler aussi qu'elles s'inscrivent au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Hein. Il y a aussi toutes des actions aujourd'hui et demain organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche auprès de la sensibilisation contre toutes ces formes de discrimination et aussi la connaissance pour tous et tous des besoins des personnes, mais aussi l'identification très claire des propos homophobes, des évincements aussi qui sont présents dans la communauté qui nous concerne universitaire et aussi toutes les formes de violence qui peuvent être présentes dans le monde de vie des étudiants, mais aussi des personnels. Et donc, dans ce cadre-là, je rappelle que nous avons mis en place depuis 2 ans une cellule de signalement qui est accessible en ligne pour effectivement pouvoir signaler, pouvoir traiter tout propos, tout comportement inapproprié, tout comportement qui rentrerait dans le cas de l'illégalité sur des propos, des paroles, des actes, des comportements qui viendraient discriminer les personnes. Et donc, c'est un engagement fort sur la tolérance zéro. Du côté de notre table ronde, on aura donc Cédric Benner, direction de l'environnement social à l'UGA, pour illustrer effectivement tout ce qui se passe du côté des dispositifs qui sont mis en place et qui se développeront encore plus à l'avenir sur les questions des droits des familles, mais il en parlera longuement. Rappelez aussi que du côté de la vie étudiante, demain, donc, il y a une actualité le 17 mai, non pas le 17 mai, donc un porteur de parole aura lieu à midi sur le thème de la haine envers les personnes LGBTQIA sur le campus à la BU des Lettres, en présence de la direction de la vie étudiante, l'association RITA et SOS Homophobie. La projection du film Pride le 25 mai au soir en collaboration avec la ville de Saint-Martin-d'Hères au cinéma Mon Ciné, qui est un cinéma qui nous accueille régulièrement, qu'on remercie à nouveau pour l'implication de la municipalité sur son ouverture sur les thématiques de l'égalité et nos collaborations réciproques. Que vous dire de plus? N'hésitez pas à échanger, à poser vos questions. S'il y a des membres personnels de l'établissement, nous sommes preneurs des attentes des personnes de l'établissement, membres personnels aussi, hein, voilà, de notre établissement sur des besoins en lien avec la thématique qui sera abordée aujourd'hui. Et puis, je remercie voilà, toutes les personnes qui sont présentes et je suis curieuse de vous écouter. J'ai déjà pu voir quelques supports de l'association qui est donc en ressources. Hein. Vous avez peut-être pu voir lors de l'annonce du e-café. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre, à la fois pour nous, déjà, voilà, notre connaissance quand on n'est pas dans cet environnement, mais aussi de notre côté, du point de vue opérationnel et très politique, pour être encore plus, j'ai envie de dire, oui, dans la réponse aussi aux besoins des personnes qui participent à la vie de l'établissement. Voilà. Je vous remercie et puis je vais vous écouter de manière très attentive. Voilà. Ben, merci pour cette introduction. Du coup, Marine, j'enchaîne? Ok. Oui, oui. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous présenter l'association. Donc les Enfants d'Arc-en-Ciel, c'est une association de parents et futurs parents LGBT qui a été créée en 2007 suite au succès qu'avait rencontré le forum Les Enfants d'Arc-en-Ciel, qui avait été créé quelques années auparavant. Et vraiment, l'essence de l'association, c'est les combats juridiques et le fait de pouvoir donner la visibilité aux familles et aux futures familles, puisque le couple qui a fondé l'association est aussi le couple qui a mené le combat juridique pour faire étendre le congé de paternité, qui aujourd'hui s'appelle congé de paternité et d'accueil à l'enfant et donc ouvert aux couples de même sexe, ce qui n'était pas le cas avant 2013. Donc là, l'association, c'est une association qui œuvre auprès des parents et des futurs parents pour leur donner une place dans la société, mais surtout pour les informer sur leurs droits. Notre objectif, c'est vraiment que l'information soit accessible et disponible pour le plus grand nombre. Donc, on renseigne et on accompagne les personnes gratuitement et sans condition d'adhésion.
Ça, c'est vraiment un point qui est très important pour nous, puisque tous les supports, toutes les ressources qui sont créées par l'association et que vous pourrez notamment retrouver sur le site Internet sont toutes en accès libre et gratuit, puisque notre démarche, c'est vraiment d'outiller et de permettre aux familles de pouvoir agir pour leurs droits. Voilà, on est une équipe entièrement bénévole, d'une douzaine de personnes à peu près. Les Enfants d'Arc-en-Ciel, c'est une association nationale qui est reconnue d'intérêt général depuis plusieurs années. Et donc, on agit sur tout le territoire en fonction des sollicitations qui nous sont proposées et pour les actions en présentiel, en fonction aussi de la localisation des différentes personnes qui s'investissent pour faire vivre l'association. Et toutes les actions qu'on met en place sont toujours gratuites et sans condition d'adhésion. Voilà pour la présentation un petit peu générale de l'association. Ensuite, moi, ce que je pense important, surtout effectivement avec cette année, les 10 ans du mariage pour tous, c'est vraiment de resituer les choses d'un point de vue historique et de réfléchir en 10 ans le chemin qui a été parcouru au niveau des droits des personnes LGBT est quand même très important, notamment en matière de filiation. Malheureusement, il est très important, surtout pour les couples de femmes, puisqu'on va le voir aujourd'hui, il y a vraiment des différences qui sont faites en fonction du mode de conception, mais ça, on y reviendra dans un deuxième temps. Sur la rappel historique, déjà, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a 10 ans, effectivement, le mariage pour tous a été voté. C'est un droit qui a été accordé aux personnes LGBT, mais en réalité, on l'a plutôt vécu comme un devoir, puisque oui, on nous autorisait à nous marier, mais c'était la condition expresse pour pouvoir faire établir la filiation de nos enfants. Ce qui veut dire que on a passé de nombreuses années à dire que, en gros, pour les personnes LGBT, le mariage, en tout cas pour ceux qui étaient parents, devenait surtout un devoir et plus tellement un droit, puisque c'était la seule voie qu'on pouvait emprunter pour pouvoir faire reconnaître la filiation de nos enfants. Donc, 2013, c'est un point, un point dans l'histoire qui est déterminant avec cette loi du mariage pour tous, puisque c'est important de le rappeler, avant 2013, un couple de femmes, un couple d'hommes qui étaient parents ne pouvaient pas être reconnus, les deux membres ne pouvaient pas être reconnus légalement. Moi, quand ma fille est née, elle a 12 ans aujourd'hui, donc c'était avant le mariage pour tous, je n'avais aucun droit. D'un point de vue juridique, j'étais un tiers. Et toutes les demandes que j'ai pu faire ou toutes les choses que j'ai pu faire pour elle, jusqu'à ce que l'adoption soit prononcée, je les ai faites en tant que tiers. Donc, dans certaines circonstances, avec une autorisation écrite de mon épouse qui disait que j'avais le droit d'agir dans l'intérêt de notre fille. Donc, voilà, ça c'est important de vraiment garder en tête que oui, aujourd'hui, on le verra après, la situation n'est pas encore satisfaisante, mais on arrive quand même à résoudre certaines difficultés et notamment voilà, par le biais de la filiation. Donc, avant 2013, aucune possibilité de faire établir la filiation de la mère qui n'avait pas porté l'enfant ou du conjoint du père. En 2013, le mariage pour tous est voté et avec ça, on a accès à l'adoption plénière de l'enfant du conjoint. L'adoption plénière de l'enfant du conjoint permet d'établir au sein du couple la filiation de la personne qui n'a pas, de la femme qui n'a pas porté l'enfant. Sauf que cette mesure-là, comme je vous disais, est conditionnée au mariage et donc pendant de nombreuses années, on va être dans l'obligation de se marier et surtout en très grande difficulté quand on n'aura pas pu effectuer les démarches, puisqu'une adoption plénière de l'enfant du conjoint, c'est une démarche qui prend plusieurs mois, voire plusieurs années, selon où on habite en France. Donc, quand cette démarche n'avait pas pu être mise en place, on se trouvait avec des parents qui n'avaient pas de droit et qui pouvaient être totalement privés et séparés de leur enfant. Donc 2013 marque un tournant, mais vient faire naître aussi des difficultés qu'on va laisser perdurer jusqu'en 2021,
puisqu'en 2021, là encore, grand tournant dans les droits, notamment en matière de filiation, puisque 2021, c'est l'année de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Et donc, cette mesure qui était inclue dans la loi bioéthique a été accompagnée de la mise en place de la reconnaissance conjointe anticipée. Donc, la reconnaissance conjointe anticipée, c'est un nouveau droit qui est accordé aux couples de femmes et uniquement aux couples de femmes, et uniquement aux couples de femmes qui font une PMA au sens strict et légal du terme, mais ça, on y reviendra aussi ensuite. Donc, on ouvre cette nouvelle possibilité d'établir la filiation, et là, par contre, dès la naissance et sans condition de mariage, puisque la reconnaissance conjointe anticipée est possible que l'on soit marié ou non. Mais cette mesure, enfin en tout cas cette évolution de la filiation se fait dans un contexte lié à l'ouverture de la PMA, et donc dans un contexte très précis qui de fait ne s'adresse qu'à certains parcours et à certains projets. Donc 2021, effectivement, un tournant à nouveau par rapport à ça. Et la volonté du législateur à ce moment-là, ça a été de dire, bon, on sait qu'entre 2013 et 2021, il y a des situations qui n'ont pas pu être solutionnées par le droit français. Il y a des personnes qui ont été laissées un petit peu sur le côté. On va réfléchir pour leur proposer une solution. Et donc, dans la loi bioéthique, il y a aussi une mesure qui s'appelle la reconnaissance conjointe a posteriori. Cette mesure permet pour les couples de femmes qui ont réalisé une PMA à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi bioéthique, donc avant août 2021, de faire établir la filiation à l'égard de la mère qui n'a pas porté l'enfant par le biais d'une reconnaissance, donc une procédure qui se fait devant un notaire, et qui ensuite est validée par le procureur de la République. Le point positif, et c'est toujours mieux de commencer par là, de cette mesure, c'est qu'elle s'adresse même aux couples séparés et qu'elle peut aussi concerner des enfants majeurs. Donc, dans l'association, on a eu la joie de voir des familles qui étaient séparées, par exemple, au moment du mariage pour tous, ou qui se sont séparées rapidement après, et qui avaient des enfants, de pouvoir faire établir la filiation pour le second parent. Et donc, même des enfants majeurs ont pu bénéficier de cette disposition et avoir une filiation pleine et entière à l'égard de la mère qui ne les avait pas portés. Donc ça, effectivement, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est que c'est une mesure qui n'est possible que pendant 3 ans. Donc, août 2021, ça veut dire qu'en 2024, enfin en août 2024, cette mesure ne sera plus possible, et que malheureusement, c'est une mesure sur laquelle il y a eu très, très peu de communication. Et donc, nous, on a encore des personnes qui nous contactent aujourd'hui et qui n'en avaient pas connaissance alors qu'elles pouvaient bénéficier du dispositif. D'où l'importance pour nous vraiment de diffuser l'information le plus largement possible, et pas uniquement à l'attention des personnes concernées, mais aussi des professionnels, voilà, du grand public, on va dire, pour que l'information se diffuse le plus largement possible. Donc, la reconnaissance conjointe a posteriori vient régler un petit peu, enfin, c'est un dispositif de rattrapage qui vient régler un petit peu des situations antérieures et qui étaient problématiques. Mais la condition de cette reconnaissance conjointe a posteriori, c'est qu'elle se fasse de façon conjointe par le couple. Donc, en cas de séparation conflictuelle, cette mesure-là ne s'applique pas. Et c'est là qu'on arrive à 2022, qui est le dernier temps fort dans l'évolution des droits en matière de filiation pour les personnes LGBT. En février 2022 est votée la réforme de l'adoption, qui va amener 2 changements majeurs. Le premier, c'est que la condition de mariage est supprimée pour pouvoir engager une procédure d'adoption. Ce qui veut dire que depuis février 2022, je suis d'accord pour dire que le mariage est un droit pour les personnes LGBT et n'est plus systématiquement un devoir lié à la filiation.
Et en complément de cette réforme de l'adoption, enfin inclus dans cette réforme de l'adoption, pardon, et en complément de la mesure qui était présente en août 2021, donc la reconnaissance conjointe a posteriori, est mise en place une procédure d'adoption qui peut être menée sans le consentement de la mère qui a accouché. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un dispositif un peu en cascade. Et donc, vous retrouverez dans les supports qu'on a transmis là, dans le cadre de la préparation de cette conférence, une frise juridique où vous allez voir apparaître les différents temps forts. Et on voit bien que avant 2013, pour le résumer de façon un peu schématique, on n'a aucun droit. En 2013, on a des droits avec un certain nombre de conditions et toutes liées au mariage et au fait que les deux personnes du couple soient encore en couple et puissent faire les démarches de façon conjointe. En 2021, on a l'apparition de nouveaux droits, mais qui ne vont cibler que certains parcours et certaines situations. Et ensuite, en 2022, on vient supprimer le mariage, donc on élargit encore un peu plus les droits. Mais pour finir sur la question du contexte, c'est encore loin d'être satisfaisant, puisqu'aujourd'hui, notre association, par exemple, quand on reçoit une demande d'information de parents ou de futurs parents en lien avec la filiation, une des premières questions qu'on est obligé de leur poser, c'est quel est le mode de conception que vous avez utilisé ou que vous souhaitez utiliser pour concevoir votre enfant. C'est une question qui est très intrusive, puisque c'est vraiment une information qui relève de leur vie privée et auquel on ne devrait pas avoir accès, sauf que c'est la réponse à cette question qui va conditionner les réponses qu'on va pouvoir apporter ensuite. Donc, c'est pour ça que c'est loin d'être satisfaisant, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les droits des personnes LGBT sont liés à leur statut matrimonial, au fait qu'ils soient en couple ou pas, et liés aussi au mode de conception de l'enfant, et nécessite dans certains cas d'engager des démarches devant la justice qui vont être longues, et surtout, dans tous les cas, on n'a aucune démarche qui soit gratuite. Alors, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste parce que oui, on nous a ouvert de nouveaux droits, on nous a accordé de nouveaux dispositifs, mais il faut garder en tête que tous ces dispositifs sont payants, ce qui est une rupture d'égalité avec les personnes, les personnes hétérosexuelles, puisque un père n'a qu'à se présenter à la mairie pour pouvoir faire établir sa filiation et que cette démarche est bien évidemment gratuite. Dans le cas d'un couple de femmes, elles seront obligées de passer par une démarche payante pour pouvoir faire reconnaître leur filiation. Donc, pour vous donner une idée des tarifs, on est sur des démarches qui vont coûter à peu près 200-250 euros. Alors, ce n'est pas une somme très, très importante, mais ça reste quand même très éloigné de la gratuité. Donc, l'association revendique la mise en place d'une réforme de la filiation vraiment en profondeur pour pouvoir permettre une reconnaissance volontaire en mairie, quel que soit le genre des parents, quel que soit leur statut conjugal et quel que soit le mode de conception de l'enfant. Donc, voilà, ce rappel historique, j'espère, vous aura permis de comprendre comment on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui et pourquoi on continue à dire que c'est loin d'être satisfaisant. Même si après, il y a des points qui pourraient être développés, je pense que ça permet déjà de situer un petit peu le contexte avant de pouvoir rentrer un peu plus dans le détail sur le reste de la table ronde. Est-ce que du coup on enchaîne Marine ou est-ce que on... Ben, Oui, je pense qu'on peut enchaîner, sauf s'il y a des questions parmi les personnes présentes. sachant qu'on a prévu un temps sur les questions Oui, après, donc voilà. ouais. Bon, j'en ai déjà pour Céline, mais du coup, on va faire
peut-être tout le tour des présentations et puis on garde nos questions pour voilà, pour après. Ok. Merci. Donc, je poursuis sur la présentation des droits Oui, existants aujourd'hui. oui, je Alors, pense. du coup, sur la présentation des droits, ce qui va être important de garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, la filiation va être conditionnée avant tout par le mode de conception. Euh, et ensuite par un certain nombre d'éléments qui vont être la composition du couple, le genre des personnes qui composent ce couple, leur statut à l'état civil. Voilà, il y a plein de choses qui vont venir impacter un petit peu les possibilités d'établissement de la filiation. Une chose est sûre, aujourd'hui, euh, il y a aussi une rupture d'égalité entre les personnes LGBT puisque les procédures sont quand même beaucoup plus faciles et beaucoup plus simples pour les couples de femmes. Pour ce qui concerne les couples d'hommes, la GPA étant toujours interdite, le seul moyen légal d'engager un projet parental en tant que couple d'hommes, ça va être de passer par une adoption qui comporte les difficultés qu'on connaît, même pour les couples hétéros. Enfin, voilà, un parcours d'adoption est un parcours long et difficile, quel que soit le genre des personnes qui composent le couple. Donc, c'est vrai que pour eux, les choses sont un petit peu plus complexes. C'est également le cas pour les personnes trans, puisque en fonction de leur état civil, et notamment de leur état civil au moment de la naissance de l'enfant, il peut y avoir des difficultés d'établissement de la filiation. Donc ça, c'est des points un peu plus techniques et spécifiques sur lesquels c'est compliqué de faire des présentations générales. Donc sachez que sur ces points-là, nous, on répond individuellement aux personnes qui nous sollicitent. Donc il y a une personne dans la commission juridique de l'association qui se charge de répondre aux demandes qui sont en lien avec les couples d'hommes, en lien avec les projets de coparentalité, les parcours spécifiques aussi pour les personnes trans, puisque pour eux, la question de la filiation voilà, demandera une attention particulière. Donc, moi, je vais développer plutôt ici tout ce qui concerne les droits pour les couples de femmes, puisque là, on va avoir des choses différenciées par le mode de conception. Peut-être que le plus simple, c'est justement de ne pas parler des parcours de PMA en premier, puisque du coup, quand on va choisir une autre modalité de conception que la PMA, donc dans les autres modalités de conception, il va y avoir l'insémination artisanale. Et il va y avoir l'importation de paillettes via une banque de sperme européenne. Ces deux parcours de conception ne vont pas ouvrir aux droits que je vais vous détailler par la suite et donc vont nécessiter une procédure d'adoption plénière de l'enfant du conjoint, qui est une procédure qui ne peut être réalisée qu'après la naissance de l'enfant. Et donc, la principale difficulté pour ce parcours-là, c'est qu'on va avoir un enfant qui va naître et une filiation qui va être établie, on va dire en moyenne 12 mois après, à l'égard de la mère qui ne l'a pas porté, ce qui veut dire qu'en 12 mois, il peut se passer énormément de choses et que le statut aussi de la maman qui n'a pas porté l'enfant peut être remis en cause sur cette période-là, notamment du point de vue des droits. On en parlait dans le cadre de la préparation de la table ronde pour, par exemple, le congé de garde pour enfants malades. Voilà, il y a des situations où dans certaines entreprises ou dans certaines structures, le fait que la filiation ne soit pas établie va représenter une difficulté et va être un frein pour que les femmes puissent accéder à leurs droits. Ensuite, donc,
il y a ces parcours en lien, enfin, qui vont entraîner une procédure d'adoption. Et ensuite, il y a tous les parcours liés à la PMA. La PMA est ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules depuis août 2021 en France. Elle s'est réellement mise en œuvre sur le terrain à partir de fin septembre 2021 quand les décrets d'application ont été publiés. On va dire qu'ensuite, il a fallu que les différents centres se mettent en ordre de marche sur cette question-là, ce qui a été plus ou moins long selon les endroits et selon leur volonté d'adapter leurs procédures et de laisser une place à ces nouveaux publics. Aujourd'hui, les difficultés sont quand même moins importantes. Par contre, la particularité des parcours de PMA en France, c'est qu'ils sont extrêmement médicalisés et que du coup, ça peut entraîner des difficultés pour certaines femmes, voire voilà, certaines femmes ne vont pas du tout avoir envie de médicaliser leur projet parental. Donc, ça peut notamment expliquer le fait qu'il y ait toujours autant de personnes qui passent par d'autres techniques, puisque voilà, un parcours en France, ça va être un parcours médicalisé. Et donc voilà, sur la PMA, en tout cas, on a la possibilité d'en bénéficier en France avec des délais qui sont plus ou moins longs. En moyenne, pour bénéficier d'une insémination, alors ils n'ont pas été actualisés récemment, mais les chiffres de l'Agence de biomédecine disaient qu'il fallait compter entre 14 et 18 mois pour pouvoir bénéficier d'un don. Donc, ce qui est quand même un temps assez long. Donc, après, l'autre possibilité va être de se rendre à l'étranger. Se rendre à l'étranger, ça sous-entend forcément des déplacements, des frais qui ne seront pas pris en charge par la sécurité sociale, ou alors pour lesquels on peut demander enfin, on peut effectuer une demande d'entente préalable auprès de la sécurité sociale. Mais à titre d'information, pour une insémination artificielle avec donneur réalisée à l'étranger, la sécurité sociale prend en compte 38,40 € de remboursement. En sachant que, pour ceux qui n'auraient pas une idée des tarifs, en Belgique, on va être plutôt sur un tarif moyen de 500 € pour ce type d'acte et entre 1000 et 1500 € en Espagne. Donc, voilà, c'est un remboursement qui est quasi inexistant et donc une charge assez importante pour les femmes qui s'engagent dans ce parcours-là. Par contre, ce qui leur bénéficie, c'est que dans le cadre d'un parcours de PMA, elles vont pouvoir effectuer une reconnaissance conjointe anticipée chez un notaire. Donc, cette démarche sera vraie que l'insémination ou la PMA soit réalisée en France ou à l'étranger. La reconnaissance conjointe anticipée s'applique dans les deux cas et elle est forcément accompagnée d'un consentement à l'AMP. Ces deux actes sont des actes notariés, donc qui sont signés devant un notaire, qui sont payants et qui permettent de pouvoir vraiment cadrer les choses d'un point de vue juridique et donc de permettre ensuite, au moment de la déclaration de naissance de l'enfant, d'avoir deux mères officiellement reconnues sur l'état civil et donc sur l'acte de naissance. Voilà, donc c'est vrai que la PMA est un parcours qui a des contraintes et qui peut présenter voilà, des inconvénients selon comment on imagine son parcours. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est un parcours qui facilite les choses énormément du point de vue de l'affiliation et de ce fait-là qui supprime aussi ce temps d'attente entre la naissance et la reconnaissance des droits. Puisque, pour boucler peut-être cette question des droits existants aujourd'hui, quand on n'a pas pu faire établir la filiation vis-à-vis de l'enfant, on n'a pas l'autorité parentale, on n'a pas la filiation, on ne peut pas prendre de décision pour son enfant d'un point de vue légal. Et donc, si on veut demander à la justice de maintenir un lien avec l'enfant et que la justice vienne reconnaître que ce lien est important et qu'il doit perdurer, ces démarches-là seront engagées en tant que tiers.
Ce qui veut dire que ce n'est pas des procédures qui sont généralement traitées en urgence, que les femmes peuvent mettre des mois ou des années à retrouver leur enfant avant de pouvoir avoir une décision judiciaire positive. Voilà, sur les droits, après, sur le temps des questions, on pourra effectivement approfondir certains points en fonction de vos attentes et vos besoins. De toute façon, sur tout ce que je viens de vous expliquer là, vous avez sur le site internet de l'association de nombreuses ressources en complément de celles qui sont disponibles là dans le cadre de la conférence, notamment une foire aux questions qui reprend les différents aspects par parcours et donc voilà, qui peut vous permettre d'avoir tous les éléments, enfin toutes les informations techniques par rapport à vos différents droits. Et ensuite, donc, il y a aussi sur le site internet de l'association un certain nombre de ressources, que ce soit au niveau d'articles de presse et aussi de témoignages de membres de l'association, et en particulier le témoignage de certaines mamans sociales séparées. Donc, c'est les mamans dont je vous parlais qui n'ont pas pu établir la filiation et donc qui se trouvent ensuite à effectuer leur démarche juridique en tant que tiers. Elles ont produit un livret de témoignages qui est disponible aussi sur le site de l'association et qui vous permettra de mieux comprendre les problématiques auxquelles elles sont confrontées. Pour finir sur des choses peut-être un petit peu plus positives, ou en tout cas qui puissent vous être utiles aussi sur le quotidien, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même de nombreux droits qui sont ouverts et qui permettent de faciliter ces parcours. Puisqu'avec l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, du coup, ces personnes-là ont aussi droit aux autorisations d'absence pour pouvoir effectuer leur parcours de PMA. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on est en parcours de PMA, ça implique un certain nombre de rendez-vous médicaux. Ces rendez-vous médicaux vont pouvoir être réalisés sur le temps de travail quand c'est nécessaire. Ça rentre dans le cadre des autorisations d'absence et donc n'entraîne pas de perte de salaire ou d'heures à récupérer ensuite. Voilà, donc ça, pour la femme qui bénéficie du parcours de PMA, c'est autant de rendez-vous que nécessaire dans le cadre du protocole. Bien sûr, toujours sur présentation d'un justificatif de l'établissement de soins ou du médecin avec qui la personne avait rendez-vous. Et ensuite, pour la personne qui est en couple avec la personne qui bénéficie de la PMA, on a 3 rendez-vous par protocole. Voilà, donc ça c'est important de le savoir parce que ça peut faciliter grandement les choses. Il y a un point qui n'est pas très clair et qui est souvent tranché en fonction des entreprises, mais ça fait partie des revendications qui sont portées par l'association pour qu'on arrive à des choses plus claires, notamment sur le site du service public, pour que les informations soient lisibles pour les femmes. C'est en cas de parcours à l'étranger, certaines entreprises ou certaines administrations refusent d'étendre cet accès aux autorisations d'absence, puisque forcément, qui dit parcours à l'étranger, dit un déplacement beaucoup plus long et une autorisation d'absence beaucoup plus longue. Mais la plupart des femmes qui obtiennent une entente préalable, et c'est là que même si d'un point de vue financier, ce n'est pas forcément intéressant, ça peut l'être d'un point de vue administratif. Quand on a une entente préalable de la sécurité sociale, ça veut dire qu'on rentre quand même dans un protocole de soins qui va être pris en charge par la sécurité sociale française. Et donc, les autorisations d'absence sont souvent plus faciles à obtenir dans ce cadre-là. Donc ça, c'est sur la question du parcours de PMA. Ensuite, à la naissance de l'enfant, je vous l'ai dit quand j'ai présenté l'association, on a depuis 2013 le congé de paternité et d'accueil à l'enfant qui est
également accessible pour les couples de femmes, donc la maman qui n'a pas porté l'enfant. À partir du moment où elle peut prouver qu'elle est en couple avec la mère qui a accouché, peut bénéficier de ce congé qui a en plus été étendu l'année dernière et qui donc au total est de 28 jours. Euh, donc ça, c'est important de le savoir parce que c'est pareil, c'est pas conditionné à la filiation. Le congé de paternité et d'accueil à l'enfant, il est ouvert à la personne qui vit en couple avec la femme qui accouche. Il y a eu une décision cadre du défenseur des droits concernant les couples d'hommes, puisque effectivement, il y avait cette notion d'accouchement qui était nécessaire pour pouvoir en bénéficier, mais la décision cadre du défenseur des droits a permis d'étendre ce congé aux couples d'hommes qui en font la demande. Le dernier point sur les autorisations d'absence et les congés, c'est que, je le disais tout à l'heure aussi, en général, pour tout ce qui est adoption, il y a un congé qui existe aussi, mais le congé pour adoption est un congé qui ne s'applique qu'en cas d'adoption d'un enfant pupille de l'État ou dans le cadre d'une adoption internationale. Donc, ce qui veut dire que ce congé-là ne s'appliquera pas pour l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, puisque l'enfant est déjà né, est né dans le foyer, donc déjà présent au sein du foyer. Voilà. Donc, au niveau des congés et des différentes possibilités de faire reconnaître ses droits, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Après, voilà, moi, je vous invite vraiment à aller voir les ressources sur le site de l'association parce que déjà, c'est très complet et c'est actualisé régulièrement. Et c'est surtout que en fonction des situations spécifiques, ça peut nécessiter voilà, qu'on puisse étudier ensemble les questions précises qui peuvent se poser. Et donc, voilà, c'est bien de regarder quel est le cadre général et ensuite de pouvoir revenir vers nous quand il y a des questions particulières, puisque effectivement, on ne peut pas répondre à toutes les situations sur le site Internet, ça c'est sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des points, des choses à ajouter? Non, pour ma part, merci beaucoup, Céline. Euh, alors, je trouvais ça très intéressant de reprendre du point de vue historique, hein, parce que c'est bien de voir aussi le progrès, puis là où sont les résistances hein, sur l'accès au droit. Et pour nous, en fait, c'est précieux d'avoir l'historicité, mais c'est tout aussi précieux d'avoir toute la deuxième partie, du point de vue aussi qui va intéresser tous les dispositifs RH en place, c'est d'être aussi sur les résistances. Hein, quand vous disiez le droit de filiation, par exemple, pour un enfant qui n'est pas reconnu et qu'on demande un congé pour garde d'enfant, enfin, tout ça aussi, nous, on va devoir travailler hein, sur des propositions pour nos personnels, donc c'est très précieux. Alors, j'avais une question un peu naïve. Est-ce qu'on a des comparaisons européennes? On est en avance, en retard? On est toujours, vous savez, on est où par rapport à d'autres pays européens? Et est-ce qu'il y aurait des pays ou des endroits où on aurait plus d'avancées, en tout cas, du point de vue de ce sujet, sur les reconnaissances alors, je suis beaucoup sur le droit, les filiations, mais aussi l'adaptation dans le monde du travail, j'ai envie de dire, sur ces sujets. Il n'y a peut-être pas de réponse, hein, puisque c'est en train de se faire, mais voilà. Merci beaucoup. La réponse, c'est qu'on n'est pas en avance, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ça, j'ai bien compris. On n'est pas en avance tout simplement puisque si on regarde pour chercher des voisins proches ce qui se fait en Belgique depuis Ouais. longtemps, voilà, on n'est pas en avance et en plus, il faut quand même garder en tête que la loi bioéthique, Ouais. en créant la reconnaissance conjointe anticipée, en même temps qu'elle a créé un droit, a créé une discrimination. C'est quand même assez fou. Quand on le dit comme ça, on se dit, mais c'est pas possible. L'État français
n'a pas pu faire ça, mais si, en fait, on a créé un dispositif de filiation spécifique qui est réservé aux couples de femmes et donc qui est lié à l'orientation sexuelle. Donc, ça paraît un peu fou, mais pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Il n'était pas question d'ouvrir la PMA sans avoir un chemin spécifique pour les couples de femmes. Il n'était pas question de les mettre à égalité avec les couples hétéros. Donc, on n'est pas en avance. On a progressé, mais on n'est pas en avance. Ouais. Et c'est sûr que de fait, si on progressait sur ces questions-là et que la filiation était établie sur la base de l'engagement dans le projet parental, on aurait quand même des situations qui seraient facilitées dans un certain nombre de contextes. Après, malgré tout, en 10 ans, encore une fois, on a quand même fait un bond assez important, puisque aujourd'hui, le fait de pouvoir s'absenter dans un cadre établi et tout ça, c'est quand même voilà, important et intéressant. Après, oui, effectivement, par rapport à ce que souligne Sylvie en commentaire, oui, on a reculé sur la question de la filiation des enfants nés par GPA à l'étranger, Mm. puisque la loi bioéthique est venue modifier des choses par rapport à ça. Et c'est pour ça que nous, on continue de dire que de prendre les problèmes de façon séparée, ou en tout cas de prendre les problématiques et les questions qui se posent de façon séparée, de cloisonner, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution parce que on trouve des solutions d'un côté, mais soit on aggrave la situation de l'autre, soit on la laisse complètement de côté et en souffrance. Donc, ce qu'on a besoin en France, c'est une véritable réforme de la filiation qui viennent s'intéresser vraiment aux projets parentaux et, euh, et qui, en plus, d'un point de vue social et sociologique, seraient tout à fait dans l'air du temps par rapport aux avancées que la société a pu faire sur ces dernières années. Donc, voilà, on est sur quelque chose de nécessaire, mais à mon avis, je serai peut-être plus présidente des enfants d'Arc-en-Ciel quand on arrivera à vraiment entrer dans le vif de ce débat-là. Mais voilà, on a du travail encore. Oui. Merci beaucoup. On écoute Cédric. Merci Cédric. Bon, avec ce qu'on essaye de commencer à avancer à l'UGA sur le C'est sujet. ça. C'est ça. Bah, c'est vrai qu'en préparant, donc bonjour à tous, hein, donc Cédric Beneur, directeur de l'environnement social, c'est vrai que sur cette thématique, quand on a initié un peu les travaux afin de préparer cette intervention, c'est vrai que rapidement, c'est vrai que je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de différences dans la réglementation fonction publique, parce que c'est vrai que la matière RH agit dans un cadre réglementaire. Et c'est vrai qu'en discutant, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a quand même des thématiques qui ne sont pas encore totalement appropriées, parce que déjà, toutes les situations ne nous remontent pas, et qu'il y avait encore quand même des efforts à faire. Alors, quels sont les efforts ou qu'est-ce qui pose encore problème aujourd'hui? C'est vrai que à l'université, déjà, il faut juste se rappeler qu'on est une université, donc on peut imaginer que on est peut-être moins réservé de porter à connaissance sa situation familiale que peut-être dans d'autres services publics ou dans d'autres petites structures, hein, j'entends administration ou entreprise. L'avantage d'être une grande boutique comme la nôtre, avec plusieurs milliers d'agents, c'est vrai que le côté distant des ressources humaines peut peut-être favoriser l'émergence des demandes, mais néanmoins, quand je questionne les collègues en gestion, ils me disent non, en effet, on n'a pas spécialement de demande. Or, avec plus de 6000 agents, on doit forcément avoir des parentalités LGBT, forcément. Et donc, des questions d'adoption, d'accueil du second enfant, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des thématiques qui ne nous remontent pas. Donc, c'est vrai que je me suis dit, forcément, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a quelque part soit une forme de défiance, soit une manque de confiance, soit tout simplement parce qu'il n'y a pas des dispositifs plus avancés, en fait, dans la prise en charge de la parentalité LGBT. Donc, c'est vrai que sur les questions de filiation, vous l'avez beaucoup abordé, Céline, sur les questions de filiation, encore une fois, agissant dans un cadre réglementaire, aujourd'hui, la réglementation ne permet pas
sur le papier d'accorder un congé parental à quelqu'un qui n'établit pas la filiation, pour le second parent, bien entendu. Et c'est vrai que là-dessus, lorsque j'ai questionné les collègues, ils m'ont dit, bah oui, c'est vrai que ça pose question, parce que on sait que côté CAF, c'est des choses qui sont reconnues, parce qu'ils vont regarder une communauté de vie avec un logement partagé, et puis ils vont regarder les actes qui ont permis la PMA, par exemple. Et donc, la CAF reconnaît. Mais c'est vrai que au niveau de l'employeur, le cadre juridique aujourd'hui ne permet pas, tant qu'il n'y a pas l'affiliation établie, d'octroyer le congé parental. Donc, en effet, selon la durée, la durée d'obtention de l'affiliation, il peut y avoir un petit vide. Alors si, le congé parental, enfin, pour le coup, juridiquement, il peut être accordé, puisqu'il était même possible avant 2013. Le congé parental, au sens strict, tel qu'il est Mhm. prévu par la CAF, enfin, par exemple, pour un premier enfant, là, les 6 mois qui sont possibles, et c'est possible même sans que la filiation soit établie, hein. D'accord, mais même juridiquement, Oui, c'est là tout l'enjeu parce que nous, on peut et placer tout le quelqu'un en paradoxe. congé parental, mais sans qu'il y ait de filiation. Alors du coup, Oui. c'est ça qui est... Donc, bon, en tout cas, c'est vrai que étonnamment, en gestion, il n'y a pas eu de situation comme celle-ci. Après, c'est vrai que vous évoquiez aussi les questions d'autorisation d'absence. Pour notamment à l'étranger. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est une bonne question et qui mériterait qu'on se penche sur celle-ci parce que, en effet, le déplacement à l'étranger, on est largement au-delà de 24 ou 48 heures de délai de route quand il y a des démarches à faire sur place, etc. Et c'est vrai que là-dessus, sur le point de vue des autorisations d'absence, on est assez attentif à l'université à contribuer à l'équilibre vie pro-vie perso. Et je dirais qu'il y a certes la réglementation qui octroie des droits, mais les autorisations d'absence, c'est un peu plus souple, je dirais, comme acception. Et c'est vrai que là, pour le coup, je pense qu'on peut muter d'une administration à une autre selon des règles plus ou moins strictes. Là, je pense qu'il y a un peu plus de souplesse qu'on pourrait, en tout cas, nous, observer et en tout cas favoriser. Mais en tout cas, ça montre bien que les questions de communication, hein, ou simplement, de manière générale, hein, peuvent augmenter le sentiment de faire valoir ses droits. Plus on communique, plus on a le ressenti d'un employeur, entre guillemets, bienveillant. Et donc, dans ce cas-là, on peut davantage mettre en avant sa situation. Mais c'est vrai qu'il faut en effet battre le fer régulièrement pour démontrer un petit peu cela. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peu de problématiques émergentes, c'est-à-dire clairement, on n'a pas de recours, hein, pour être très clair, on n'a pas eu de recours, ni même gracieux, pour des droits qui n'auraient pas été octroyés. J'ai même questionné nos assistantes sociales pour voir si c'était une problématique qu'elles pouvaient avoir de leur côté, et elles non plus ne l'ont pas détecté. Alors j'aurais proposé d'ailleurs initier un point à l'ordre du jour dans le cadre de leur réseau national, pour savoir si voilà, il y a des choses qui sont mises en place ailleurs, dont on pourrait s'inspirer pour justement avoir, entre guillemets, toujours ce coup d'avance, quoi, un petit peu sur la réglementation, pour favoriser les absences ou autres. Donc voilà, donc c'est des choses sur lesquelles, voilà, même si le premier vernis dit, bah non, a priori, il n'y a pas de difficulté, quand on voit bien, quand on commence à gratter un petit peu et qu'on s'interroge sur la thématique, il y a des choses quand même encore à aller chercher. Donc voilà un petit peu, je dirais, où on en est côté RH. Il y a certes le volet réglementaire, mais il y a aussi des pratiques, et puis le porter à connaissance, la communication permettra un petit peu je dirais, bah, comme sur d'autres thématiques, mais de banaliser celle-ci, en fait, hein. Le but, c'est celle-ci, hein. C'est de banaliser la thématique pour que personne n'ait le ressenti de stigmatisation, tout simplement, quoi. Voilà un petit peu sur le volet RH, comment on peut l'aborder. Et puis, si dernier point aussi qu'on peut se dire par rapport à ces fameuses autorisations d'absence, c'est vrai qu'on est une université, on n'est pas un service public qui peut être plus exigeant en termes de présence de personnel. Je pense à des services de sécurité, police, gendarmerie ou santé, hôpitaux, où là, peut-être que les autorisations d'absence sont peut-être plus difficilement sollicitables par les agents en demande, hein. C'est vrai que de ce point de vue-là, je pense qu'il y a aussi une différence entre types d'employeurs publics. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait en tout cas amener comme éclairage du point de vue RH. Et on se rejoint quand on dit qu'effectivement, enfin, je pense que la clé de tout ça, c'est vraiment de communiquer sur les droits existants. Parce que Mm. je pense que c'est vraiment essentiel que les personnes connaissent leurs droits. Et certes, il y a des différences, mais il y a quand même des choses qui sont possibles et qui existent. Et voilà, ça, c'est essentiel, je pense,
de faire ce travail de communication. Plus on communique et mieux les personnes sont outillées ouais, pour mener leur parcours dans de bonnes conditions. Oui, Céline, je suis d'accord. Alors, Marine prépare un guide là dans le cadre de la vice-présidence sur toutes les discriminations. Alors, du coup, il faut dire LGBT+, comme le ministère, mais enfin qu'il y a plus. Mais du coup, je pense qu'on va prévoir, Marine, un volet sur droit, parentalité, etc. Et comme toujours, vous savez bien, quand on pointe ces sujets-là, ça va faire avancer le droit aussi des hétérosexuels, parce que faut pas croire que les parcours de PMA enfin, voilà, de tout ce que, enfin, on va dire de la maternité qui est pas, voilà, qui est accompagnée, est difficile aussi pour les femmes. Et donc, il y a ce débat qu'on a à l'université aussi sur le congé menstruel, enfin, sur tout ça. Donc, on va amener aussi tous ces sujets-là. Je vais les amener en tout cas, voilà, j'espère, au niveau politique. Je ne dis pas que tout de suite, ça va être acté de décision, mais en tout cas, il faut qu'on parle de tous ces sujets qui sont souvent mis sous le tapis, congé menstruel, voilà, ménopause, mais aussi qui renvoient à ce que vous avez mis, Sylvie, dans le chat sur les parcours de PMA, où déjà, en temps normal, il y a la course avec les pics d'ovulation pour les collègues qui s'absentent, etc. Et d'autant plus s'il faut aller à l'étranger. C'est en dernière minute, toute une organisation. Donc, c'est la réorganisation des services, du travail qui se joue derrière. Et puis, pour voilà, le report de charge et aussi ne pas être stigmatisé dans son environnement de travail quand une personne autour de nous, dans les équipes et dans cette démarche-là de parentalité, hein, puisqu'on est sur ce sujet-là aujourd'hui, ou que ce soit pour l'adoption. Donc, je pense que oui, on va y travailler avec Marine et Cédric sur notre guide, peut-être ajouter un peu plus ce volet RH auquel on avait peut-être pas autant pensé. Enfin, Marine avait suggéré ce café et je la remercie parce que du coup, ça nous pointe aussi le fait à la fois sur la faiblesse de nos dispositifs généraux, on va dire, sur ces sujets-là, mais aussi le fait que, oui, on pense à la discrimination, vous voyez, dans l'environnement du travail, mais peut-être pas assez sur cette cible-là. Donc, merci beaucoup pour ça, parce que ça va nous être précieux. Et puis, on verra comment avancer avec vous aussi, très certainement, dans le cadre de l'université sur ce sujet. Marine, peut-être tu veux réagir? Ou Cédric? Ou Sylvie? Okay. Merci beaucoup pour ces interventions qui étaient hyper intéressantes. C'était exactement ce que j'imaginais et plus intéressant encore parce qu'il y a deux choses, il y a des nouvelles choses qui ont changé depuis que j'ai fait mon stage dans l'association. Donc j'ai appris encore des nouvelles choses. Ah, Marine, tu as été dans les enfants d'arc-en-ciel? Ouais, j'ai fait un stage en master dans l'association. D'accord. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est énormément de choses qui bougent régulièrement et de situations spécifiques qui sont mises en lumière aussi par l'évolution du droit. Parce que Oui. finalement, nous, par exemple, avant 2021, jamais on ne demandait le mode de conception à un couple qui nous contactait. Et donc, si on avait dû faire des statistiques ou répondre sur quels étaient les modes de conception des familles, on se serait certainement trompé parce que quand on voit aujourd'hui le nombre de demandes qu'on a pour des parcours d'insémination artisanale ou de ce qu'on appelle les parcours CRIOS, c'est-à-dire des parcours via des banques de sperme européennes, et ben, en fait, c'est énormément de demandes qu'on reçoit dans ce cadre-là. Et donc, voilà, ça vient soulever aussi toutes les questions de pourquoi les femmes font ce choix-là. Pourquoi elles continuent aussi à faire ce choix-là. Et du coup, je pense que c'est très éclairant aussi pour nous en termes de revendication, parce que ça nous montre à quel point il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant et vigilante et sur lesquelles il faut qu'on continue à insister auprès du gouvernement notamment. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en lumière ces derniers mois et ces dernières années qui montrent bien qu'on a encore du travail pour un petit moment. Ah bah, vous savez que le travail, il est au long cours. La C'est fameuse ça. révolution anthropologique que les femmes déjà gèrent leur maternité, leur contraception, la reproduction, c'est une révolution anthropologique majeure depuis voilà, le milieu du XXe siècle et ça fait même pas un siècle. Donc c'est vrai que on voit bien qu'il y a des avancées, il y a des reculs. En tout cas, ce qui est sûr,
c'est qu'à chaque fois, il faut être en vigilance parce que ce qui est toujours instable, alors pour les droits LGBT, hein, que j'entends bien, et les droits des femmes, de toute façon, de manière plus générale, c'est qu'il y a toujours une remise en cause quelque part à un moment donné et cette instabilité de dire que ce n'est pas acquis. C'est-à-dire qu'à tout moment, on a l'impression qu'on peut enlever même s'il est dans la loi, etc., que ça peut être fragile et enlevé. Et c'est vrai que c'est cette instabilité aussi qui est jamais confortable pour tous les droits des femmes, j'ai envie de dire, au niveau, et des genres au niveau international. Mais c'est vrai que ces nouvelles questions, en tout cas, c'est toujours pareil. Je pense que ça fait mettre à la lumière du jour aussi des pratiques qui ne doivent pas rester clandestines. Enfin, vous savez, c'est toujours le fait de se dire est-ce qu'on doit être caché, quoi. Enfin, c'est quand même insupportable. Donc, c'est vrai que dans une société du 21e siècle qui veut évoluer, et nous, en tout cas, dans le monde du travail dans lequel on est à l'université, oui, je te confirme, Cédric, que je connais des couples LGBT en parentalité. Et effectivement, comme on ne l'affiche pas, voilà, c'est des nouveaux sujets. Moi, vous voyez, sur l'égalité femmes-hommes, ça fait vraiment 2-3 ans qu'on a pris le sujet à bras-le-corps. Et mes collègues, voilà, ils découvrent certains sujets. Mais je pense que la communauté est intéressée et qu'en tout cas, il y a une demande pour qu'on avance sur l'ensemble de ces sujets. En tout cas, même si aujourd'hui, bon, les personnes ne sont pas connectées, elles regarderont le replay, mais je sais qu'elles seront attentives d'autant plus à nos échanges et à ce que l'université va mettre en place dans le prochain plan de parité, qui aura forcément un axe aussi sur ces sujets-là. Voilà. En tout cas, nous, on reste à votre disposition si vous avez besoin de ressources ou d'éléments. Voilà. Alors, le cri des cœurs, voilà. Ben, on fait la publicité alors. Merci. On pleure hein, quand on lit ce livre-là. Oui. Ça fait mal au cœur. Ouais. Même moi qui les connais toutes et qui les ai accompagnées dans la conception du livre, quand je l'ai reçu et que je l'ai lu, et du coup pas derrière un écran, quand je l'ai eu vraiment entre les mains, effectivement, j'étais pas très très bien, mais voilà, c'est des histoires qui effectivement sont très tristes, mais je trouve qu'elles ont un courage euh, vraiment immense de transformer cette douleur et afin de la rendre visible aux autres, Oui, c'est ça. pour que justement tout le monde puisse comprendre quelle situation elles vivent et voilà. Donc, Et donc, à ce titre, cette année, les enfants d'Arc-en-Ciel vont organiser le premier week-end annuel des mères sociales qui s'intitule Le Cri des cœurs. Et donc, ça serait semestre 2, 2023. Je ne sais oui. pas quel mois, tu l'as pas encore mentionné. Dernier trimestre, la date définitive n'est pas fixée, mais effectivement, dernier trimestre. Ça Ouais. permet vraiment à ces mères sociales qui mènent des combats juridiques de Oui, retrouver tous ensemble parce qu'il y a un vrai aspect psychologique. Le fait de passer de mère à tiers, je ne oui, sais bien pas si sûr. vous vous rendez compte, mais elles se sentent très isolées, Mm, elles se sentent incomprises. Et mm, comme l'a dit Céline, quand on est considéré comme tiers en termes de procédure judiciaire, c'est encore plus long parce que c'est moins important. mm, Pour établir la filiation, c'est juste intolérable. mm, mm. Mm, mm, mm. Oui, oui, mais je l'entends. Hein, j'ai j'ai bien entendu. Alors, en tout cas, on a un beau chantier qui s'ouvre, n'est-ce pas, Marine, n'est-ce pas, les membres de la vice-présidence. Je ne sais pas, Marine, si vous voulez compléter ou Cédric. En tout cas, moi, merci beaucoup. Hein. On mettra bien en replay tout cet échange. Et puis, on voit bien aussi, on travaillera au plus près avec Cédric. Je vous remercie à nouveau pour sa présence dans nos sujets de la vice-présidence sur ce sujet-là et voir ce que nous, on peut proposer en tant qu'établissement, effectivement, d'enseignement supérieur. On a voilà, des agents concernés et voir ce qui sera possible de faire dans les années à venir sur ce sujet. Quand vous dites Merci. en tant qu'université, ça serait à destination à la fois de vos agents, mais est-ce que vous adressez également à vos étudiants? Oui, alors nous, on est sur la partie personnelle. Là, on pense vraiment à l'aspect droit pour les agents.
Sur les étudiants, ça fait partie du guide que Marine va préparer, et aussi tout le service de la vie étudiante qui, eux, sont sur de la sensibilisation, sur la prévention, on va dire, des risques, sur les discriminations. Mais effectivement, j'avais déjà eu des demandes, et ce sera un long travail, mais il faudra voir que la vie étudiante pour qu'ils le mettent en place, sur l'accueil aussi, alors à la fois des besoins des personnes LGBT et transgenres, où on a beaucoup avancé sur la question de la reconnaissance dans les inscriptions, hein, déjà, sur le genre. Alors le diplôme, ça reste sur l'état civil, on est au maximum quand on peut de la reconnaissance du genre indiqué par la personne, y compris la cellule aussi reçoit des demandes, où je reçois des demandes pour intervenir si ils sont bloqués par des directions voilà, du FR ou autre sur ces sujets-là. Mais en tout cas, on avance. Dans la mesure réglementaire, hein, comme le disait Cédric, on est aussi établissement de l'enseignement supérieur, mais dès qu'on a le cadre juridique pour le faire, on avance. Mais il faut savoir aussi que, alors je ne suis pas employée de M. Macron, hein, je préfère prévenir, mais en tout cas, les personnes, les chargés de mission du ministère de l'enseignement supérieur, donc il y a toute une unité maintenant qui travaille sur la lutte, hein, contre toutes les formes de discrimination, qui produit tous les guides sur le racisme, LGBT, transphobie, tout le plan de parité, les luttes contre les violences sexistes et sexuelles. C'est un service très investi auprès des universités. Et en fait, ce qui est très important, c'est qu'ils nous donnent des directives réglementaires. Donc nous, ça nous donne un cadre pour légitimer, que ce soit sur l'égalité de l'action positive, enfin, peu importe, ça nous permet de légitimer aussi nos actions dans les universités pour stabiliser le sujet avec les moyens qu'on a. Donc, on a des chantiers qui vont prendre plus de 10 ans. Oui, ou alors on regarde ce qui se passe à l'étranger. On connaît bien ce qui se fait dans d'autres universités au niveau international, mais c'est comment nous, on peut l'adapter aussi dans un cadre réglementaire. Hein. Voilà, aujourd'hui en France, mais on sait qu'on a ce chantier-là à travailler, qui est travaillé, hein, mais pas assez, on veut dire, pas assez globalement sur l'établissement, et c'est pourquoi on veut lancer aussi voilà, une série d'actions sur ces sujets. Dans ce cas-là, si je peux me présenter, je suis donc bénévole au sein des Enfants d'Arc-en-Ciel, mais également au sein de l'Association des jeunes Chinois de France. Et j'organise des rencontres littéraires pour lutter de manière préventive contre le racisme anti-asiatique et la lesbophobie. En fait, j'ai rejoint les Enfants d'Arc-en-Ciel parce que je partage de nombreuses valeurs sur véhiculer les informations, informer les personnes LGBT sur leurs droits, parce que sinon, elles peuvent se retrouver dans des situations juridiques compliquées. Mais j'organise également des rencontres littéraires dans des établissements pour lutter contre ces discriminations. Et voilà, donc si ça vous intéresse, je serais ravie de vous rencontrer. En fait, j'ai un enfant qui a des traits asiatiques, qui a deux mamans, mais il ne l'a pas choisi. Mais je sais qu'il pourra être victime de ces deux formes de discrimination, comme ce que j'ai moi-même vécu. Et donc, jusqu'à présent, j'ai organisé des rencontres, et c'est incroyable comment les jeunes posent des questions et sans filtre. Et c'est vraiment incroyable. Et donc, je cible les étudiants, les élèves, parce que je me dis, ce sont les jeunes, les futurs adultes. Et Bien donc, sûr. on a encore la possibilité de planter des graines de bienveillance et de tolérance auprès d'eux. Voilà. Alors, merci beaucoup. Oui, bien sûr, on est preneur de toute forme d'aide sur ces sujets. Et en même temps, même si médiatiquement, on voit beaucoup de repli sur certains sujets, je peux vous assurer que les jeunes aussi, ils nous bousculent sur ce sujet-là. Et comme vous dites, ils parlent très librement, et ils nous renvoient très simplement au fait que tout ça, on ne parle pas comme ça, que c'est une personne qui est LGBTQ+, que maintenant, ça ne se fait plus. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a aussi une génération, de par aussi tout le travail qui est fait d'accompagnement dès le collège, hein, et les lycées, mais aussi dans les réseaux de l'animation sociale, les MJC. Enfin, c'est un sujet, et de société. C'est un sujet dont ils parlent entre eux beaucoup plus librement, parce qu'aussi, il y a des enfants qui sont concernés avec eux, autour d'eux, avec lesquels ils ont grandi. Et c'est vrai que, hormis, il y a toujours de toute façon des minorités contestataires, mais je trouve qu'ils nous renvoient une société d'un air de dire que, bon, voilà, c'est bon,
Maintenant, ça suffit, c'est comme ça, et puis on avance. Donc, moi, je suis assez, alors je suis peut-être une optimiste, mais je suis assez optimiste sur la génération qui arrive sur ces sujets-là. Tout comme notre génération a pris des sujets sur le droit des femmes en charge, je pense qu'ils seront très moteurs, effectivement, sur certaines avancées et certains droits, parce que je vois bien que dans leur comportement, ils sont déjà, hormis, je vous dis, bon, peut-être un des franges, ils sont déjà très bienveillants, ils sont beaucoup dans la demande aussi que leurs copains de promo, etc., soient bien intégrés, leurs copines, enfin voilà. Donc, ils ont aussi conscience qu'il se passe quelque chose des fois qui est pas de l'ordre de la justice sociale, voilà, de la justice, de la manière dont on traite les personnes autour d'eux dans leur environnement de formation. Et donc ça, c'est très intéressant parce que auparavant, c'était plutôt, nous, on savait que c'était là, mais et maintenant, c'est eux qui en parlent. Donc, je trouve ça très bien. On va être sur une touche positive. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Et puis, n'hésitez pas à nous ressolliciter si besoin. Merci Merci à vous. beaucoup. Voilà.